Je dirige l'agence Brains Agency, donc une agence dédiée à la formation, l'emploi et la marque employeur. Je tiens aussi à vous présenter Rachel, qui va modérer et animer toute cette conférence. Je vous rassure, vous n'allez pas rester jusqu'à 12h30. Et je voulais aussi la remercier parce qu'elle a porté le projet et a été la rédactrice en chef de ce How To, comme le précédent d'ailleurs. Elle est aussi porteuse du projet Femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc, qui n'est plus au stade de projet d'ailleurs, qui est bien avancé puisqu'il a 4 ans, et qui est un think tank dédié à la parité, l'égalité femmes-hommes. Donc voilà. Donc je voulais aussi remercier nos intervenants. Et pour info, les intervenants d'aujourd'hui sont un petit peu... Enfin, nous avons une intervenante qui a participé au How To, et les autres, en fait, ce sont d'autres intervenants. Donc, pour enrichir, finalement, la vision que vous aurez, puisque l'objectif, c'était pas d'être redondant, mais de vous apporter une vue d'ailleurs. Et c'est vraiment le thème des rendez-vous d'inspiration, le meilleur d'ailleurs. Donc, je vous laisse profiter de ce beau moment, je l'espère. Merci. Merci. Merci à tous. Donc, c'est le 6e rendez-vous de l'inspiration. Après avoir fait différentes thématiques comme le marketing, la prospective, l'intelligence artificielle, les EdTech, cette fois-ci, on a décidé de s'installer un petit peu sur le contenu, qui était aussi le thème du guide qu'on a choisi de faire. Le premier guide, en fait, était plus généraliste sur comment communiquer dans l'enseignement supérieur. Et là, on a vraiment voulu s'arrêter sur le contenu pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on entend qu'on est dans l'ère du marketing du contenu et on n'était pas vraiment certain de comprendre ce que ça voulait dire. Et du coup, on s'était posé la question de mais c'est quoi le marketing de contenu? C'est quoi l'ère du contenu? C'est quoi la différence entre contenu de marketing et contenu de marque? Et comment on doit s'adresser? Et la deuxième raison pour ce guide, c'est aussi de se dire ça nous demande à tous d'être finalement être capable de gérer des projets vidéo, de gérer des articles, de gérer des infographies, des podcasts et énormément de choses. Mais est-ce qu'on est tous capables de le faire et est-ce qu'on a tous au moins les bonnes bases? Donc l'idée du guide était vraiment de revenir un peu à des bases en interrogeant des experts, en allant voir Laurent de Sutter, qui est un éditeur aux presses universitaires de France, en allant voir Noé, qui est un réalisateur dont les films ont été primés, en allant voir aussi les différentes personnalités qui pouvaient comme ça nous aider, qui Arnaud Laporte à France Culture, qui produit des émissions depuis plus de 30 ans, pouvait nous aider comme ça, être nos guides dans la découverte du contenu. Et du coup, on a fait un rendez-vous de l'inspiration qui est lié à ça aussi, en disant mais le contenu à l'ère d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec cette vague numérique, qui peut en parler le mieux, si ce n'est des personnes qui sont totalement impliquées soit dans la communication, soit porteurs de projets, accompagnateurs de projets, ou même qui ont créé des différentes startups autour des nouvelles technologies, ou en tout cas autour du renouveau de certaines pratiques, et aussi des personnes qui, comme Nicolas Cloutier qui a créé Nose, donc une start-up, comment on se sert aujourd'hui dans une stratégie marketing quand on lance quelque chose, comment est-ce qu'on se sert du contenu pour enrichir sa communication. Donc ce rendez-vous va se décomposer en 2 temps. En fait, à chaque fois, une parole d'expert général, global, qui va nous aider, qui va nous guider, puis un exemple qui va nous aider à mettre en pratique ce qui a été dit. Donc pour le premier intervenant, ce sera Mathieu Maire-Duposé, qui vient parler du contenu. Mathieu est directeur du Tank Média. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît le Tank Média, peut-être qu'on pourrait commencer par parler de ça. C'est assez récent, donc j'imagine que non. Bonjour, le Tank Média, c'est un projet qu'on développe depuis 1 an, en fait, dont on a parlé pour la première fois de manière publique en juillet dernier. Le Tank Média, c'est un projet qui se veut un carrefour entre les médias, l'innovation et l'entrepreneuriat. On a fait le constat aujourd'hui que moi je suis journaliste de formation, j'ai travaillé longtemps, ça fait quasiment 20 ans que je fais du web essentiellement dans différents domaines, mais notamment dans les médias. J'ai été 3 ans et demi directeur du numérique de l'hebdomadaire Marianne, que j'avais quitté mi-2012, et j'ai ensuite basculé dans un autre monde plus start-up, puisque j'étais directeur général adjoint d'une entreprise qui s'appelle Ulule, qui est aujourd'hui la première plateforme de financement participatif en Europe, où j'ai passé 4 ans et demi à la développer, et donc à finalement redécouvrir l'entrepreneuriat de mon côté, et à accompagner énormément de porteurs de projets
projets, que ce soit des projets culturels, entrepreneuriaux classiques ou dans le monde associatif. Et surtout de me rendre compte à ce moment-là que le monde des médias que j'avais quitté était en train d'évoluer encore plus rapidement qu'il ne l'avait fait sur ma dizaine de premières années professionnelles, et que surtout les acteurs étaient très diversifiés, mais qu'il leur manquait quelque chose, c'était une brique plus entrepreneuriale, que beaucoup de médias aujourd'hui restent lancés par des journalistes, qui sont quand même les pires entrepreneurs du monde, et donc il y avait quand même quelque chose à leur apporter sur qu'est-ce que c'est une entreprise, qu'est-ce que c'est des méthodes de travail modernes, etc. Et voilà, et donc le Tank Média vient essayer de se situer là. On a envie d'accompagner ce monde des médias émergents, et on a envie à la fois de le raconter, donc on est média nous-mêmes via une newsletter, via un médium, via un podcast qu'on est en train de lancer. On a envie d'animer cette communauté à travers un certain nombre d'événements. On a vocation à accompagner et former ces gens-là. On a notamment là lancé notre premier programme d'incubation, qui est un programme assez dense sur 3 mois, et puis on a d'autres programmes qui sont en gestation, notamment un qu'on lance cet été plutôt pour des primo-entrepreneurs, donc ils vont venir tester leurs projets sur une période un peu plus courte. Puis on a vocation à accueillir ces gens-là dans un lieu qu'on va ouvrir début 2019. On ouvre 1500 mètres carrés dans le 11e, dédié aux médias émergents, et où on espère réunir des journalistes évidemment, mais aussi toutes les fonctions autour des graphistes, développeurs, marketeurs, etc., etc. D'accord. Donc, en fait, justement, le renouveau qu'il y a autour des médias, c'est-à-dire toute l'ambition qu'il peut y avoir des nouvelles marques et des nouveaux médias, peut-être le mettre en rapport avec les séismes qu'a connu le média traditionnel depuis ces dernières années. Vous qui connaissez bien l'univers du média, aujourd'hui, où ils en sont les médias traditionnels? Est-ce qu'ils ont des problématiques d'adaptation? Est-ce qu'ils ont des problématiques de revenus, comme on l'entend beaucoup, puisque c'est la grande question? Est-ce qu'il y a finalement une obligation absolument de passer par des nouvelles formes de médias, ou est-ce qu'on peut renouveler le média traditionnel? Ils ont des problématiques de tout, globalement, effectivement, de modèle économique. Moi, je pense que le principal problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont perdu le lien avec les lecteurs. Je pense que s'il y a un truc aujourd'hui, pour moi, qui est la base, qui peut permettre de bouger, d'aller vers l'avant, c'est la notion de communauté. C'est-à-dire que les médias, sur les 20-30 dernières années, ont produit beaucoup du contenu, sans jamais s'intéresser en fait à qui était en face, ce que les gens avaient envie de lire, ce qui les intéressait, et de savoir si finalement leur production journalistique intéressait quelqu'un à un moment donné. Le numérique leur a, au-delà de la vague technologique et donc ce que ça amène en changement de support, en changement de modèle économique, etc., a aussi amené une vague de contenu autour de finalement gens qui facilement pouvaient, j'étais à une conférence hier qui s'appelait le Printemps des médias, dont le thème était l'empowerment dans les médias, voilà, qui a permis l'empowerment, c'est-à-dire que demain, vous, moi, n'importe qui est capable d'être média parce que je suis passionné d'exposition et que je vais monter un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram ou je ne sais quoi, et que je vais prendre la parole et raconter quelque chose. Et que finalement, de ça, il y a un moment donné, je suis capable d'aller chercher des communautés assez précises, je suis capable d'aller chercher des audiences assez fortes, et à un moment donné, je suis aussi capable d'aller monter une entreprise, développer une marque média et d'aller assez fort. Et finalement, ces médias traditionnels, notamment, parce que quand on dit que la période est compliquée, elle l'est à différents niveaux. Pour les médias généralistes, et donc tous les grands médias, Le Monde, etc., qui traitaient l'information générale, cette vague-là, elle est vachement compliquée à gérer parce qu'ils se retrouvent avec des milliers de micro-niches et avec des gens qui, finalement, adressent ces micro-niches beaucoup mieux qu'eux, parce qu'ils sont plus intéressés, plus spécialistes, ils arrivent plus facilement à créer du lien, ils arrivent plus facilement à créer un contenu intéressant, à créer une animation communautaire intéressante. Et donc, ça va être un petit peu compliqué sur ces médias très généralistes. Sur les médias de niche, finalement, c'est plus des questions effectivement d'adaptation, de support, de dialogue, etc. Mais avec toujours cette problématique qui est comment j'arrive à un moment donné à bâtir une communauté autour d'un projet. Ça dépasse très largement les médias, mais aujourd'hui, ça devient très compliqué de faire avancer quelque chose, une idée, un projet, quel qu'il soit, sans avoir réussi à constituer une communauté un peu forte autour. Il y a une autre question, c'est l'instantanéité. On est vraiment dans l'ère de l'instantanéité où en fait on a vraiment envie de partager tout de suite, de savoir tout de suite. Puis en même temps, on a cette envie d'avoir du recul et on reproche souvent aux médias le reproche qui est un peu de vous m'avez pas tenu au courant assez vite et en même temps vous prenez pas assez de recul. Comment est-ce qu'un média peut gérer ça? Est-ce qu'il y a des possibilités? Je suis pas sûr qu'il puisse gérer ça. Je pense qu'il doit faire des choix, qu'il doit savoir à un moment donné à qui il s'adresse, qu'est-ce que le public qui vise a envie
de lire, d'entendre, de voir, etc. Et à quel moment. Toute la difficulté, effectivement, aujourd'hui, des médias généralistes qui veulent tout faire, donc ils veulent à la fois être dans l'urgence, à la fois être dans le recul, à la fois être dans les faits, en même temps être dans l'éditorialisation, aujourd'hui être dans la vérification des faits. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer d'inventer la vérité, donc c'est une période qui est un petit peu compliquée pour eux. Donc effectivement, c'est là où on est dans un moment où finalement, sur des médias plus de niche, qui vont chercher des audiences parfois moins importantes, mais qui sont beaucoup plus captives, qui sont beaucoup plus précises, et où il est beaucoup plus facile d'aller mesurer à un moment donné ce que ces gens attendent. Et donc on a aussi bien des gens qui sont en attente d'une urgence permanente, et donc qui vont absolument vouloir des médias qui vont les informer en temps réel et en permanence de tout ce qui se passe, sachant voilà, que c'est compliqué pour les médias quand même d'être sur ce terrain-là, puisque d'autres outils type Twitter et autres seront toujours plus rapides, parce que finalement on sera toujours plus rapide en étant sur l'événement et en le tweetant qu'en étant capable en tant que média d'aller le relayer. Puis finalement on voit quand même une vague aujourd'hui monter assez fortement de besoin de temps, de recul, d'analyse, et de plus en plus de médias venir plutôt se positionner là-dessus et aller chercher quand même un cœur de cible qui sont les gens qui consomment du média, qui sont prêts à payer pour du média, etc., et qui, eux, sont plutôt en attente de plus d'analyse, de plus de contenu intéressant, etc. En revanche, sur ces terrains-là, ce qui peut être compliqué pour les médias, c'est qu'ils viennent se frotter aux agences, ils viennent se frotter aux marques, enfin aux agences qui produisent pour les marques, et donc à des gens qui, aujourd'hui, vont se positionner. Le Tank Média, le projet que je porte, est aussi porté par une agence qui s'appelle Spintank, qui est une agence de communication numérique et qui est très sur l'éditorial, le design et sur les sujets, on va dire, du futur, la mobilité, l'activisme citoyen, l'écologie, etc. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs traditionnels, des gens comme Vinci, des gens comme Air Liquide, etc. Quand Air Liquide a envie de prendre la parole sur l'hydrogène, qui est un des sujets du futur, et de s'est porté par une agence, en vrai, il y a plus de moyens pour faire les choses, il y a plus de capacité à aller chercher les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, il y a plus de facilité de créer des formats innovants. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a plus de pognon, il y a moins les enjeux financiers ne sont pas exactement les mêmes, et sur des sujets sur lesquels aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de médias qui soient très pointus sur le sujet de l'hydrogène. Alors c'est effectivement des micro-niches, mais voilà, on est dans cet univers concurrentiel, et donc pour les médias, c'est là où nous on pense que la vocation entrepreneuriale est forte, c'est qu'en vrai, s'il leur manque aujourd'hui, c'est que souvent ils partent avec un projet éditorial, et que la réalité, qu'il faut qu'ils arrivent à en faire un projet entrepreneurial, c'est-à-dire qu'au-delà de la jolie idée éditoriale qu'ils ont, il faut qu'ils arrivent à aller en faire une idée où il y a un public en face et donc qu'ils soient prêts à monétiser, quelle que soit la façon dont c'est monétisé. Oui, parce qu'en fait, justement, avec cette surproduction de contenu, il y a la question de est-ce qu'on est prêt à payer pour le contenu, qui est quand même une grande question. Et justement, autour de il y a plein de façons de payer pour le contenu, en fait. Mais c'est là où je trouve qu'on se trompe parfois dans les débats. C'est s'il y a les gens sont prêts à payer pour le contenu. Je pense qu'on a longtemps, j'ai traversé professionnellement à cause du numérique différents types de secteurs. J'ai beaucoup bossé dans la musique, j'ai beaucoup bossé dans la politique. Avec Ulule, je me suis beaucoup penché sur le secteur de l'édition, notamment de la BD et d'autres, du cinéma. Et donc ces secteurs ont parfois un peu du mal juste à regarder ce qui se passe à côté. La musique, quand même, un maître étalon assez intéressant. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans et qu'on faisait du journalisme musical en ligne à l'époque, c'était compliqué de parler avec des maisons de disques. Donc on leur a dit, mais attention, Napster, tout ça, il se passe des choses, ça va un petit peu bouger. C'était compliqué de leur faire entendre ça. Et puis on a beaucoup entendu, les gens veulent plus acheter, les gens veulent plus payer, les gens veulent plus, etc., etc., etc. Puis il y a un moment donné où le contenu, les supports qui portaient le contenu ont évolué, les modèles de monétisation ont évolué, et aujourd'hui tout le monde ou presque paye pour Spotify, et en tout cas ce sera le cas demain. Donc il y a quelque chose qui a évolué, et finalement aujourd'hui tout le monde est en train de dire c'est formidable, tout va bien, le streaming ça remarcherait très bien, etc. Et donc voilà, ce qui est inquiétant en revanche, c'est quand on voit le monde de l'édition aujourd'hui, tu dis mais finalement regardez le numérique, ça marche pas si bien sur les livres, on est à l'abri. Et à un moment donné, le monde du disque disait ça aussi. Donc voilà, donc il y a cette nécessité d'apprentissage. Et donc dans ces différents milieux que j'ai pu traverser, il y a ce besoin d'aller s'inspirer de ce que les autres ont fait et de regarder un petit peu concrètement comment s'adapter. Sur les modèles économiques, il y a plein de façons de se monétiser. Il y a du don. Il y a du crowdfunding aujourd'hui, il y a du membership, qui est encore une autre façon finalement d'aller chercher de l'argent, il y a de l'abonnement, il y a de la publicité, il y a plein de façons de publicité. Et donc la question c'est comment les gens vont à un moment donné consommer mon média et le financer. C'est avant tout, est-ce qu'ils sont intéressés par ce que je fais. La réalité de la plupart des médias, c'est qu'en vrai, ils arrivent parfois à aller chercher des audiences, mais qui ne sont pas des audiences suffisamment captives pour que les gens soient prêts à se taper des pubs partout, ou à mettre 5 € ou à faire un don, ou etc. C'est qu'en fait, ce n'est pas suffisamment intéressant.
Et justement, sur les initiatives qui sont prises, est-ce que vous avez un exemple d'un média qui vous semble particulièrement réussir à la fois de comprendre son audience, de gagner, de faire payer son contenu, qui a révolutionné peut-être une façon de faire les choses? Un exemple, moi je trouve tous les jours et aujourd'hui une assez belle réussite. C'est loin d'être calme financièrement. Je pense qu'ils sont pas encore à l'équilibre, ils sont pas encore certains de la suite, mais je pense qu'ils vont réussir à relever des fonds assez facilement. Mais sur du journalisme un peu long, sur une communauté assez précise, ça marche plutôt bien. Il y avait un média que moi je trouvais qui vient de fermer en l'occurrence, donc c'est plutôt un contre-exemple, mais qui finalement était en train de tenter quelque chose autour de cette notion de membership, qui à mon avis ne s'appliquait pas à eux. C'est un média qui s'appelle L'Imprévu, qui est un média qui avait un peu plus de 3 ans d'existence et qui était ce qu'on appelle dans le slow journalisme, donc qui était plutôt dans cette volonté de faire des contenus longs, etc., qui n'était pas très calé en fait sur sa ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'au final c'était très intéressant, mais on ne savait pas bien à qui ça s'adressait, donc c'était pas très identitaire. C'est important l'identité dans les médias. Dans les médias qu'on accompagne en ce moment, donc dans notre projet d'incubation, on a 2 personnes qui développent un média qui s'appelle L'Autre Quotidien. En fait, ils développent 2 médias, un qui s'appelle L'Autre Quotidien et un qui s'appelle La Nuit, qui sont des vieux de la vieille, très concrètement, puis ils ont plus de 60 ans tous les deux. Donc il n'y en a pas beaucoup, des gens de plus de 60 ans dans des incubateurs, et qui sont des gens qui ont été à Libé, qui ont été à Rock'n'Fold, qui ont notamment aussi été à Actuel et dans des médias comme ça. Et on a eu des discussions l'autre jour, et Christian Pierrot, qui a monté ces médias, nous disait, mais moi, il y a 20 ans, quand je partais en vacances et que j'étais dans un petit village, etc., à un moment donné, je cherchais une mob, un truc et tout, pour faire les 15 km pour aller au kiosque, pour acheter mon Libé, parce que ça voulait dire quelque chose. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui d'aller acheter Libé, et ça viendra à l'idée de personne de faire ne serait-ce que même 100 mètres pour aller l'acheter au kiosque du coin, hélas. Et donc voilà, et ce côté très identitaire, en fait, c'est ça, en fait, à un moment donné aussi qu'on a besoin de retrouver. C'est dans les exemples, Mediapart, pour ça, est un très bon exemple. Et moins pour le modèle économique, qu'à mon avis, tout le monde surestime beaucoup. C'est-à-dire que oui, ils ont réussi un très bon modèle économique, c'est ultra rentable et c'est absolument génial. Là où on se trompe, je pense, c'est que les gens ne payent pas pour le contenu. Les gens payent parce que c'est identitaire. Les gens payent parce que Mediapart est, allez, si je caricature un peu, je vais dire un parti politique auquel on adhère ou pas. On adhère au plénélisme, et donc si on adhère au plénélisme, si à un moment donné on se reconnaît dans quelque chose qui est fort, il y a des valeurs, il y a une vision de la société, etc., et que finalement ça, on a envie de faire partie de ce club-là, on a envie de pouvoir s'y reconnaître, on a envie à travers leur club de pouvoir échanger, et puis il y a aussi des très bonnes enquêtes, etc., qui attirent un autre public, mais la réalité quand même pour ça, c'est quand même que la plupart des gens y vont parce que c'est très identitaire, mais ça manque beaucoup, je pense, aujourd'hui à beaucoup de médias. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question quelque part. Vous avez quelques trucs simples pour aller mesurer l'attente de l'audience pour pouvoir transformer ce qu'on a entre les mains? Il faut tester. Il faut surtout en fait connaître cette audience et donc bâtir des communautés dans la façon dont on accompagne des jeunes projets, donc ça dépend un peu où vous en êtes. Et ça, quels que soient les types de projets, il faut aujourd'hui aller déjà commencer par, je sais pas, monter un groupe Facebook et voir si les gens ont envie de venir sur votre idée. Bâtir une landing page où vous allez dire voilà, je suis ça, voilà ce que j'ai envie de faire, laissez votre mail si ça vous intéresse. Il faut aller chercher les gens et il faut ensuite animer cette discussion. Il faut essayer d'aller au plus près d'eux, dire voilà, on a un média actuellement dans ceux qu'on intube qui s'appelle Doteo, qui est un média qui est en phase de lancement, qui a envie de se destiner aux jeunes chercheurs et doctorants. Ils sont dans cette phase-là, quand ils sont venus nous voir, ils étaient à 2 doigts de lancer Facebook pour les doctorants. Donc c'était un gros média, puis un réseut social, et puis plein de trucs, et puis voilà. Et donc ça, c'est l'ambition initiale. Puis ensuite, il y a une réalité, c'est comment j'arrive à l'amener à bout. Déjà, c'est d'aller voir si, à un moment donné, mon idée, il y a des gens que ça intéresse. On est passé d'une époque où les gens avaient l'impression que quand ils avaient une bonne idée, il fallait absolument la garder pour eux et surtout pas la partager parce que sinon on allait se la faire piquer. Je pense qu'aujourd'hui on a basculé dans une époque où quand on a une bonne idée, non seulement il y a plein d'autres gens qui l'ont sans doute actuellement, donc ils vont peut-être la délivrer beaucoup plus vite que vous et la réaliser beaucoup mieux que vous. Donc il faut aller vite, il faut surtout très vite aller tester. Et donc très vite aller tester ce dont les gens ont réellement envie. Et c'est là où il y a une question de communauté. C'est à un moment donné, c'est qui les 100 premières personnes qui vraiment, pour qui ce que je suis en train de faire est utile, va leur rendre service au quotidien, va leur rapporter quelque chose, et donc qui seront prêts finalement d'une façon ou d'une autre à le monétiser. Et ça, faut aller tester, il faut aller poser des questions, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour le faire, il faut aller chercher du retour et en permanence itérer, améliorer,
ce qu'on appelle le test and learn dans le monde des startups, mais voilà, aller tester des choses, apprendre, retester, améliorer en permanence. Et c'est ça, en fait, qui permet à un moment donné de construire, finalement de manière moins rapide que ça pouvait faire à l'époque. C'est ce qui a fondamentalement changé. Le débat auquel j'étais hier avec Eric Fotorino, notamment, qui a lancé le 1, et donc lui nous a sorti une phrase, je crois, de Saint-Exupéry, qui était, si vous voulez convaincre des gens de construire un bateau, etc., il ne faut pas leur dire où trouver la corde, le bois, etc. Il faut leur donner envie de la mer. Et donc, voilà, lui, il disait, quand même, un média, ça reste cette envie éditoriale très, très forte. C'est vrai, c'est toujours un besoin. Quand on est Eric Fotorino et qu'on s'en va du monde et qu'on veut lancer le 1 et qu'on a un financier qui est prêt à mettre beaucoup d'argent pour lancer un numéro papier pendant plusieurs mois et puis voir si ça marche, et ça a marché, tant mieux pour lui. Certains ont montré récemment que ça ne suffisait pas. C'est une bonne chose. Mais quand vous êtes la réalité des médias aujourd'hui, c'est-à-dire que vous partez d'un petit truc et il va falloir construire petit à petit sans argent la plupart du temps parce que c'est compliqué d'aller lever des fonds dans ces milieux, il faut très vite aller chercher la réalité de son marché, des gens que ça intéresse et aller tester en permanence en se disant je ne vais pas lancer un truc énorme tout de suite, mais en revanche, ça deviendra énorme si j'arrive petit à petit à améliorer les choses au quotidien. Donc voilà, donc en fait, c'est parler, écouter et surtout écouter, je pense, et toujours avancer. Voilà. Merci beaucoup pour cette première intervention qui, je pense, a donné un bon panorama des enjeux des médias aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors pour continuer, en fait, on va s'interroger si une marque qui se lance peut devenir un média ou si elle a cette ambition-là. Alors on va parler avec Nicolas Cloutier, qui est CEO de Nose. Peut-être on va commencer déjà par parler de Nose, parce que c'est assez particulier comme start-up. Donc je te laisse présenter l'idée et le concept. Bonjour, donc Nicolas Cloutier, je suis canadien. On a créé Nose il y a à peu près, l'idée a émergé il y a à peu près plus de 9 ans. 2 ans et demi de préparation. On a lancé en juin 2012 un multimarque parfum, cosmétique, bougie, et qui est à la fois un espace retail, online avec de la vente et également une intelligence artificielle qui permet de recommander des parfums sur la base de questions de profilage Shakespeare, les 3 derniers parfums portés. Ça fait un portrait olfactif. Sur cette base, 5 parfums recommandés à chacun. Donc, en gros, c'est un peu ça. Ouais. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment vous guider dans vos choix de parfums en dessinant vraiment votre portrait olfactif et après proposer des parfums qui vous correspondent et qui sont dans le concept store. Donc c'est à la fois en fait une recommandation pour la personne et une aide à la vente pour les conseillers. Du coup, alors c'est un univers de parfums de niche quand même. C'est assez particulier. Donc c'est des parfums qui sont pas forcément des parfums qu'on sent toujours, qui ont parfois des odeurs qui sont très particulières. En tout cas, c'est une marque olfactive, c'est une signature. C'est-à-dire que quand on porte le parfum, il y a un statement derrière, il y a quelque chose d'affirmé. L'idée, c'est que quand tu as lancé Nose, dans ta stratégie de communication, sachant qu'en plus l'univers des parfums, c'est quelque chose qui est totalement fantasmé, qui fait rêver, comment tu as pensé la stratégie de marketing et de communication et est-ce que le contenu a été de façon assez naturelle un choix pour toi? Je pense que, en fait, quand on a réfléchi à Nose, on a essayé de partir d'une page blanche. Quand on a commencé avec le diagnostic, déjà, les gens nous prenaient un peu pour des fous. Les gens vont vraiment venir dans une boutique pour faire un diagnostic. Donc, l'idée était de faire les choses de manière différente et vraiment centré sur une expérience client. Aujourd'hui, tout concept qui veut se lancer, s'il n'y a pas d'expérience client, c'est la base. Et l'expérience client, qu'elle soit retail ou online, plus haut. Je suis mauvais. S'il n'y a pas d'expérience client, la communication est difficile à jouer. Donc, on est parti sur un parti pris. La partie, ce qui est intéressant, c'est que la partie retail, au fil des années, est devenue un énorme succès. Au début, le online était assez avant-gardiste avec l'illustration bien avant. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'illustrateurs dans la communication. Et avec un éditorial photo. Et petit à petit, on s'est rendu compte que l'expérience qui était difficile dans le concept, c'était en boutique, les gens arrivent, font leur diagnostic, on leur présente des parfums à l'aveugle.
Et ils vont faire une sélection et pour découvrir le storytelling et l'histoire du parfum à la fin. Alors qu'en online, c'est déjà, il y a du contenu, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en boutique, on n'a pas des articles sur les parfumeurs ou les marques, etc. Donc, on parle d'un storytelling pour arriver à commander ces parfums à la fin et les découvrir, c'est la dernière étape. Donc, c'est le chemin inverse. Donc, il faut construire une expérience très, très forte. Et quand on regarde les sites de e-commerce aujourd'hui, ou à l'époque, en 2012, c'était toujours très centré, c'est ça, très fonctionnel, on va dire. C'est-à-dire optimisation déjà avec d'ergonomie, comment optimiser le panier d'achat, etc. Et nous, on est vraiment parti sur essayer de revoir comment qu'on pouvait créer du contenu dès le départ et comment qu'on pouvait positionner les choses différemment. Donc repartir sur l'histoire du parfum, repartir sur le parfumeur. Et du coup, en production de contenu, ça se passait comment ? Au départ, vous avez tout de suite fait, je sais pas, des vidéos, des articles, des... Au démarrage, en fait, on a fait le premier édito parfum, en fait, avec des parfumeurs systématiquement. On avait 3 éditos par mois, avec 3 photographes qui ont participé depuis le début, dont une, Sophia Renzo, qui bosse toujours avec nous sur le sujet. Et donc, on ne produisait pas de vidéos, parce que les vidéos, c'est quand même... si on veut faire bien les choses, il faut quand même un peu plus de budget. Toujours. Et du coup, dans cette stratégie aujourd'hui, sur les lieux de vente, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, on peut, pareil, aller avec une rencontre marketing ? Est-ce que finalement, il y a des expériences marketing qui sont faites sur le lieu de vente, autres que juste le diagnostic ? Est-ce qu'il y a des possibilités, je ne sais pas, d'avoir une rencontre avec un parfumeur ? Est-ce que tout ça est transposé finalement dans la vie ? Est-ce qu'il y a... Je dirais, quand on regarde aujourd'hui, nous, dès le départ, on a conçu Nose dans une approche omnichannel. Si je regarde bien, en 2012, c'était pas encore le mot omnichannel n'était pas encore très, très développé. Du moins, il y en a qui en parlaient, mais le faire était un autre sujet. Et aujourd'hui, dès le départ, on s'est rendu compte que 70% de notre trafic boutique passait par l'online pour ensuite de ça venir acheter. Donc, toute la partie contenu est vachement importante quand même en amont. C'est-à-dire que c'est comme sur Google, quand vous regardez sur Google Analytics, pour voir les parcours d'achat, vous vous rendez compte qu'il y a 3-5 channels différents qui ont contribué à une acquisition notamment. Et dans le même titre, dans l'omnichannel, vous avez justement ces différentes... on n'a pas des parcours 100% linéaires. Donc le contenu, c'est la première partie pour beaucoup des clients en retail aujourd'hui. Après ça, c'est l'expérience boutique sur laquelle, oui, on peut mettre du marketing. Chez nous, on a pris le parti pris de ne pas avoir aucune PLV. Ça, c'était un truc qui était très, très important. C'est-à-dire, c'est des natures mortes. On s'est concentré depuis le début là-dessus. On a interdit aux marques de personnaliser avec du mobilier un espace parfum. C'est la première fois à l'international que ça se fait. Il n'y a aucune marque qui a accepté avant de se faire présenter sans PLV comme on a fait. Et donc, on essaie d'avoir une approche qui est assez en boutique homogène aussi, plutôt qu'avoir un truc qui est une pizza qui ressemble, sans être médisant sur les grandes surfaces. Vous avez souvent un conseiller par Kia. Si vous allez par exemple aux États-Unis, à New York, chez Bergdorf, vous faites à chaque coin de chaque corner et tout, vous faites arrêter. Donc, il était important pour nous d'avoir une expérience client. Le marketing en boutique, ça va être... certes, il y a quand même, des displays, des choses, mais si vous regardez, une des choses qui stressait beaucoup mes associés, et beaucoup de monde me disait, mais vous avez oublié de faire une vitrine. Donc, il y a 0 vitrine chez Nose. Nose est une vitrine. C'est un atelier, une façade d'atelier. Il y a un immense bar au devant. Au démarrage, les gens me disaient, mais t'es fou, les premiers mètres linéaires en retail, c'est les choses les plus importantes en termes de produits. Il ne faut surtout pas mettre un bar à l'entrée. Il
faut le mettre derrière. Donc, on a pris, nous, c'est un parti pris, où est-ce qu'on s'intéresse d'abord aux clients. J'aime bien, il faut savoir à qui on s'adresse aussi. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas que à des gens qui sont avertis ou des bobos qui ont écouté tel type de musique, qui vont faire telle chose. On s'adresse vraiment à tout aujourd'hui. Par contre, on a des clientèles assez précises avec des sujets de communication qui vont attaquer, avec des produits qui vont attaquer différentes clientèles. Il y a donc toute une newsletter. Vous allez jusqu'à la personnalisation de la newsletter en fonction d'une typologie de client? Oui, en fait, 100% de nos newsletters sont personnalisés, non pas juste avec madame, monsieur ou avec le prénom ou le nom, mais en fonction des appétences de chaque client. C'est-à-dire à la note près. C'est une vraie connaissance des audiences et des personnes à qui on s'adresse. Je voudrais juste finir sur l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, au départ, tu avais misé, ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu te détaches, ou tu continues, je ne sais pas, Facebook, Twitter, Instagram On a misé dès le démarrage sur notamment Facebook, qui était très, très intéressant. À l'époque, c'était très avant-gardiste et c'était une façon de toucher des gens, des cibles, avec, sans nécessairement avoir besoin de passer par une agence. Quand on est une petite start-up, on est beaucoup dans la démerde. Hein. On est sur Photoshop, Illustrator, on est sur beaucoup de choses. Mais Facebook était clairement un axe d'acquisition au démarrage. Aujourd'hui, ça l'est moins. Facebook, les gens le délaissent. Moi, personnellement, si j'y suis une fois par semaine, c'est bon. Mais pour moi, il y a certes Instagram, mais Instagram va devenir probablement un média avec beaucoup de publicité qu'on voit de plus en plus, etc. Donc, il faut diversifier. On est rendu à un niveau de maturité où il faut diversifier sa stratégie de communication et surtout pas avoir une stratégie de communication comme des plus grandes marques et d'essayer de juste mettre son image. Je crois que faire ça, en fait, on va se battre sur des CPM et différents axes économiques qui ne sont pas nécessairement rentables. Il faut réfléchir à une approche un peu plus alternative. C'est-à-dire qu'on est une marque alternative dans notre secteur et l'ensemble de notre stratégie doit être alternative. Donc, on doit aller à des endroits qu'on ne nous attend pas ou que personne n'aurait réfléchi. C'est pour ça qu'on va prendre des éléments de communication aujourd'hui, des axes qu'on est en train de développer qui, à notre sens, n'avaient pas encore été vraiment développés comme tels. Et l'objectif, c'est ça, c'est de faire différent et pas se battre sur les basiques du e-commerce. Et ça, c'est les top secrets ou on peut en parler des nouveaux axes Je sentais qu'il y avait des gens qui se posaient des questions. Je dirais que les bonnes idées, il faut les faire vite, c'est ça? Si j'ai bien compris. Je dirais que dans ce que vous pouvez voir aujourd'hui qu'on fait, ce matin, là, on a envoyé la newsletter, on a produit notre deuxième vidéo à l'international. On va filmer les marques dans leur jus. C'est-à-dire, là, on est allé filmer l'année dernière Filippo Sorcinelli, qui est le tailleur du pape François au Vatican, qui fait toute la haute couture pour lui et qui a lancé sa marque de parfum. On est allé le filmer dans ses ateliers en Italie. Et au mois de mai l'année dernière, on a quand même presque un an d'avance sur nos productions. On est allé filmer Cartusa à Capri, où c'est une des plus belles marques dans le parfum, sauf que quand on regarde, eux, comment ils travaillent en communication, c'est très dommage, parce que quand on est déjà allé à Capri, puis on a vu la marque, son ADN, on se dit, mais c'est tellement plein de potentiel. Et donc, on a pris le parti pris d'être presque une agence de communication pour nos marques. Et donc, la vidéo qu'on envoie ce matin, c'est un 5 minutes à peu près, où l'île nous a été ouverte. On s'est promené en bateau dans tous les sens.
En fait, on présente la marque, ça devient presque un lifestyle. On regarde la vidéo, on a presque envie de laisser ce qu'on faisait et partir en week-end tout de suite. Donc, et d'acheter le parfum, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui l'ont déjà vu, puis on l'a mis en ligne hier. Et donc, cette stratégie de communication avec des productions TV, ce qui est assez marrant, c'est que là, les marques, en plus, ils mettent sur leur site web ou dans toute leur communication en avant cette vidéo qui est signée Nose. Et on se met au-dessus de l'ensemble de la distribution à l'international comme étant le référent. Donc, c'est une stratégie de communication en termes de visibilité qui est assez intéressante et qui fait que pour des acteurs comme Liberty, Barneys ou autres, on devient, ou même Le Bon Marché, on devient un acteur qui devient très pertinent sur notre sujet, au-delà d'avoir développé une intelligence artificielle et qui amène jusqu'au storytelling directement où ce que les marques ont été créées. Pardon. Un parfum sur la niche, en fait. Des parfums, j'imagine, exclusifs. J'imagine très bien, enfin, je comprends de votre discours que vous recréez, que vous allez essayer d'exploiter au maximum l'univers. Et c'est vraiment le code dans le parfum. Ce que vous venez de dire l'illustre parfaitement. Par contre, oui, pour l'expérience client, comment faites-vous dans le parfum où l'expérience client, c'est justement le test? On voit Hermès développer les cloches à parfum. Comment faites-vous en étant sur le digital, enfin sur le online essentiellement, ou sur le bar à parfum? Là, c'est très bien, ça montre bien l'univers du parfumeur exclusif. Et on rentre dans cet univers-là, mais franchir le pas de l'achat du parfum, il y a quand même l'expérience client du test. Comment faites-vous pour surmonter ça? Vous n'êtes pas allé encore sur notre site web. Vous n'êtes pas allé encore sur notre site web. Il y a la réponse, en fait. C'est ce qu'on voulait entendre. En fait, sur sur Internet, on peut faire son diagnostic. Hein, c'est les mêmes questions qu'en boutique. Et en fait, à l'issue du diagnostic, on vous propose le kit des 5 échantillons recommandés pour 10 €. Avec un voucher de 10 € applicable à votre premier achat. Quelle belle promotion de bon matin. Je vais prévenir l'équipe qui va avoir des commandes. Donc voilà, donc, on va conclure comme ça. On va quand même donner l'adresse physique et l'adresse digitale de Nose. Donc t'es où? T'es 20 rue Bachaumont, c'est ça? Exactement, dans le 2e et nose.fr. Voilà, comme ça tout le monde pourra faire une super expérience digitale de Nose. Merci beaucoup Nicolas. Alors maintenant, pour continuer, on va encore explorer la thématique de la communication. Et je demande à Mathilde Aubineau de venir nous rejoindre. Alors Mathilde, tu fais énormément de choses. Tu es journaliste, tu enseignes la communication, tu écris aussi des petits guides pour réussir ces concours. Tu es communicante et je crois qu'en ce moment, tu mènes une mission de conseil auprès d'une start-up. C'est à peu près ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne tout d'abord sur une première question, c'est comment on enseigne la communication aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, on a l'impression que tout fait communication, que tout est communication, que finalement, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que finalement, on peut être un média soi-même. Quand les jeunes arrivent en école de communication, comment on leur enseigne, qu'est-ce qu'on leur enseigne et qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, il y a 2 choses par rapport à la communication. Déjà, c'est faire évoluer le regard sur la communication et c'est s'inscrire dans une perspective. On a tous un avis, un a priori, une grille de lecture aussi sur la communication. On va se dire c'est que de la com, or, c'est facile. Un avis qu'on n'aurait pas forcément pour d'autres univers. Donc déjà, essayer de dire que ça ne se résume pas uniquement aux paillettes. Voilà, de voir la pluralité, la diversité des métiers, des possibles qui se mettent en place. Donc voilà, déguiser un peu le regard. Et puis aussi
si les jeunes qui arrivent en école sont des utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux, c'est très intuitif, ils vont décrypter très vite les codes, les messages qu'on veut leur montrer, la mise en scène, aussi la mise en scène de soi. Voilà, ils ont grandi aussi avec les codes de la télé, de la télé-réalité, donc ils ne sont pas dupes du tout. Et ce qu'il faut leur apprendre, c'est justement d'aller plus loin. On ne se contente pas des 2-3 premières pages de résultats Google, mais d'essayer d'approfondir, de mettre en perspective, de confronter aussi. Ça, c'est aussi un point qui peut être développppé, voilà, de ne pas être seulement un spectateur qui va avoir recours à son intuition, mais bien alors soit un citoyen, soit un communicant en devenir qui va avoir un vrai regard critique pour pouvoir avoir une vision et du recul aussi. Oui, effectivement, parce qu'il y a toute la question de déconstruire les messages qu'on peut recevoir et être capable d'appréhender ça. Ils ont cette intuition-là que tout ce qu'on leur donne est vraiment peut être de la communication type publicitaire déguisée ou peut être de la manipulation d'un sens ou d'une autre. Est-ce qu'il y a déjà cette... Est-ce qu'instinctivement, est-ce que finalement ils sont dupes de tout, comme on a l'impression que beaucoup de médias veulent faire, que finalement cette jeune génération ne comprend pas forcément, ne sait pas faire la distinction entre une information et une communication. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que tu as ce sentiment-là? Alors, ils vont avoir une palette de savoir très large. Après, en effet, il y a la question de l'idéologie. Ce qui est aussi important, c'est de savoir qui va émettre ce message, quel est l'enjeu, la finalité. Rien n'est gratuit. Donc parfois, c'est rappeler aussi ces questions-là, justement pour pas être dupe, pour pas tomber dans ces pièges-là. Ils ont des intuitions, mais voilà, pouvoir les mettre en place, les mettre en forme aussi, ça c'est important. Et alors vous, en tant que communicante, le regard que vous avez sur le contenu, ou le marketing de contenu ou le contenu de marque. Aujourd'hui, si on doit faire un peu un panorama, vous diriez quoi sur le contenu? Alors le contenu, on en parle beaucoup et pourtant c'est ce qui a toujours existé, de raconter des histoires. Hein. Ça a fédéré des sociétés, ça crée des liens entre des personnes et c'est essentiel. On a tendance trop souvent à penser au canal en disant je vais créer une stratégie pour Snapchat, pour tel outil, etc. Et le canal, il ne faut pas oublier que c'est un médiateur. Voilà, c'est juste un canal. Et donc, pensez d'abord au contenu et puis ensuite au canal. Alors, ça peut paraître bête, mais pourtant, parfois, la priorité est mise de côté. L'idée, c'est de proposer un contenu qualitatif pour que les publics auxquels on s'adresse puissent se l'approprier, puissent ensuite le diffuser auprès de leurs pairs, auprès d'autres publics, qui soient aussi eux-mêmes ambassadeurs, parce que le contenu aura été de qualité, parce que le contenu aura été vecteur d'émotion. Et ça aussi, c'est des éléments importants. Je pense à la dernière campagne de TBWA Corporate, Tu seras un homme, mon fils. Alors à la suite de MeToo, ils avaient fait Maintenant on agit. 3 mois après, ils ont décidé de s'adresser aux petits garçons et à leur père aussi, en reprenant le poème de Kipling. Et ça, c'est assez intéressant, justement, en misant sur l'éducation. Avec un beau clip vidéo. Donc ça, c'est arrivé finalement à informer en faisant de la pédagogie sur un sujet de société qui concerne tout le monde et voilà, pour que ça soit repris par la suite. Donc voilà, miser sur un contenu dès le départ et se dire c'est bien de communiquer, mais quel est le message qu'on veut faire passer? Est-ce qu'on a une actualité? Est-ce qu'on veut faire un message en sortant absolument des cadres promotionnels? Je pense qu'on en a assez, on en a vu des milliers et c'est par le contenu qu'on va réussir à créer une différence et par là même qu'on va réussir à véritablement émerger, à susciter une attention et être vraiment différenciant. Alors parmi toutes tes casquettes, je passe du tu au vous tout le temps, tu reviens de Chine, tu as fait plusieurs voyages et du coup tu as permis tu es allé à la rencontre des géants chinois un peu. Et alors c'est quoi ton expérience de la communication en Chine? Parce que c'est quelque chose que tout le monde fantasme énormément en France. Tout le monde a l'impression que c'est totalement imprenable, que c'est une typologie de communication qui n'a rien à voir avec nous, une modalité de pensée. Est-ce que c'est vraiment aussi différent que ça? Oui. Alors, si on prend par exemple WeChat, qu'on commence à utiliser
en Europe, plus d'1 milliard d'utilisateurs. Ce qui est génial, c'est qu'on le voit vraiment au quotidien. Quand on va vouloir déverrouiller un vélo qu'on prend dans la rue, on va l'utiliser. Quand on va vouloir payer son loyer aussi. Puis il y a certains restaurants où on ne peut payer justement qu'en utilisant le QR code de WeChat. Donc ça, c'est la force de l'application de groupe Tencent, c'est d'arriver à tout proposer, le tous en un, justement. Ça, c'est vraiment un atout. Le marketplace aussi. Donc ça, pour les marques aussi, donc de se dire l'utilisateur va être pleinement présent via cet outil. Ça, c'est un point en particulier. Il y a aussi le rôle des influenceurs qui est vraiment crucial en Chine. Lorsque les marques ont de l'argent, elles vont investir via les influenceurs. Donc c'est toute la prescription sociale. On connaît bien sûr celle de ses pairs, de ses proches qui vont être là pour assurer. Mais aussi on a les Key Opinion Leaders, avec mon accent anglais catastrophique, mais voilà, qui vont avoir ce rôle-là inspirationnel. Donc on va avoir les experts, mais aussi on va avoir tous ceux qui vont émerger sur le web et qui vont être un gage de légitimité, de visibilité. Et ça va être très important pour les marques, qui vont être vraiment un vrai relais d'opinion. Et ça va être un atout aussi pour les marques. Et puis le contenu aussi, ce qui est important. On le sait, il y a des sujets sur lesquels on se fera discret. Les questions de politique, par exemple, aussi sont mises de côté. À chaque fois, bien ajuster le discours à la cible à qui on veut vraiment s'adresser pour éviter de passer de côté ou d'être un peu en décalé. Ça, c'est important. Et puis être dans l'émotion, parler aux gens, donc dans l'empathie aussi, et faire vivre des émotions, ça c'est important. Il y a eu un clip qui s'appelle 3 Minutes par Peter Chan pour Apple, et ça a été tourné avec un iPhone, et donc l'idée c'est 3 minutes seulement pour se retrouver. C'est au moment des fêtes de fin d'année, donc voilà les Chinois qui se retrouvent en famille, et c'est un petit garçon qui n'a que 3 minutes pour retrouver sa mère, et qu'est-ce qu'ils vont se dire pendant ces temps forts. Et c'est quelque chose dans l'émotion qui peut ensuite être viral, repartagé par d'autres. Donc ça va dire beaucoup aussi de la société. Et donc c'est important de ne pas être totalement coupé de ce qui se vit, de ce qui se joue au quotidien, et de repenser au public. Et donc de quitter le prisme, non pas qu'est-ce que je veux vendre, qu'est-ce que je veux mettre en avant, et bien qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est mis aussi en place. Donc dans cette attention-là, il y a Pernod Ricard récemment qui a lancé via WeChat un chatbot justement pour expliquer par rapport à ces boissons justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc il y a toujours le côté de pédagogie, d'accompagner. On n'est pas là juste pour proposer un produit en disant aux gens d'acheter, mais voilà, il y a tout le décorum, tout ce qui se passe autour qui va aussi nourrir l'expérience qui est important également. Donc en fait, finalement, on remarque que partout, ce qui prend le pas, c'est il faut comprendre sa cible, il faut parler avec elle, et on n'est plus dans une communication où la marque impose quelque chose, et tant pis s'ils le reçoivent, on espère qu'ils recevront quand même, et on fait une communication généraliste. Et là, on est vraiment dans une idée de je connais ma cible, je sais à qui je m'adresse. D'ailleurs, c'est plus une cible, c'est une audience. D'ailleurs, on fait plus du media planning, on fait de l'audience planning. Et donc l'idée est vraiment maintenant, aujourd'hui, finalement, la Chine ne change pas vraiment sur ça, où on a besoin finalement de savoir que c'est à nous qu'on s'adresse, uniquement à nous, et que le message nous est destiné. Donc l'idée, c'est vraiment pareil, si jamais on veut aller vers la Chine, c'est effectivement, il va falloir s'adapter avec du WeChat, il va falloir comprendre certains codes, mais finalement, il faut quand même construire une communication de contenu. Oui, ça c'est important, en quittant le côté vertical, et voilà, en faisant cette attention-là, en personnalisant aussi, en proposant vraiment quelque chose d'exclusif qui va pouvoir nourrir cette relation que vous allez progressivement tisser. Est-ce qu'il y a des questions pour conclure sur la Chine, non, la communication, non. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. Alors, on va conclure avec Arthur Larrey et Kamel El Hadef. Alors, vous êtes deux créateurs de Dieu. Oui, mais on se passera le micro, ça va bien se passer. Donc voilà. En fait, vous êtes les créateurs d'une agence qui s'appelle Audion. Alors, juste, l'idée est que dans le guide, il y a toute une page qui est faite sur les podcasts, parce que
suis une grande fan de podcasts et que je... voilà. Je pense que c'est vraiment un média qui est totalement oublié ou qui est en tout cas mal construit encore aujourd'hui en France. C'est pas du tout vrai pour les États-Unis et c'est pas vrai pour certains marchés qui sont déjà très mûrs pour le podcast. Le podcast, c'est donc ces petites émissions radio qui en fait ont le format de la radio, qui sont pas forcément de la radio parce qu'on a des podcasts natifs. Donc c'est vraiment des podcasts qui sont créés uniquement pour l'univers audio et qui vous permettent, dans un temps que vous délimitez, finalement, il n'y a absolument pas de format imposé, ça peut être 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 1 heure, beaucoup plus si vous avez beaucoup de choses à raconter très intéressantes. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir comme ça des sujets qui sont très éditorialisés, sur des thématiques qui vous plaisent et qui soient capables, vous pouvez les écouter n'importe où, n'importe quand. C'est vraiment l'idée. Et il y a eu une révolution dans le podcast, en fait, si on place un peu le début du renouveau du podcast, parce que ça fait des nombreuses années qu'il existe. Mais c'était en 2015, aux États-Unis, il y a une série qui est sortie, ils ont repris le feuilleton radiophonique, ça s'appelait Serial. C'était une enquête et ça a explosé tous les corps. C'était des millions... des dizaines de millions d'auditeurs et ça continue encore aujourd'hui. C'est vraiment devenu un podcast culte en fait. Et dans cet univers des podcasts, bien évidemment, on se dit mais comment on fait de l'argent ? Comment est-ce qu'on se fait entendre ? Comment est-ce qu'on fait pour gagner quelque part des parts de voix ? Et donc vous êtes là. C'est un peu ça. Alors peut-être expliquez-nous ce qu'on fait et qui on est, et puis après on rebondira sur le sujet du podcast, qui est extrêmement intéressant parce que ça bouge très très fort. Et petit aparté, effectivement, le podcast en fait est né avec l'apparition de l'iPod. Donc quelque part, c'est un petit peu Apple qui a amené ça. Et donc le podcast, je crois, de mémoire, a à peu près 12-13 ans. Et la technologie du podcast, donc, qui est le flux RSS, a elle plus de 20 ans. Donc ce qui n'est pas anodin, notamment pour la publicité digitale, qui effectivement aujourd'hui est sur des standards assez évolués, et donc un petit peu compliqué à adresser sur le podcast. Mais on pourra y revenir. Donc effectivement, Audion, donc c'est une solution intégrée à destination de l'audio digital. Donc peut-être, avant d'expliquer ce qu'on fait, rappeler ce qu'est l'audio digital aujourd'hui. En fait, il y a 3 grandes catégories sur l'audio digital. La première, c'est vraiment la partie musicale, donc qui est principalement drivée par les applications de streaming. Donc évidemment Spotify, Deezer. Il y en a d'autres, il y a SoundCloud, il y en a qui sont un peu plus confidentiels. Avec, pour les 2 principales en France, Spotify et Deezer, 2 volets, donc un volet payant, donc les gens qui sont prêts à payer, alors de mémoire c'est entre 7 et 10 euros par mois, ça dépend des forfaits, et donc qui eux n'ont pas la publicité, donc ont accès à l'intégralité du contenu sans publicité. Et puis l'autre modèle, c'est d'accéder au même contenu, en revanche de le faire sponsoriser par des annonceurs et donc d'y intégrer la publicité. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près 60 à 70% des utilisateurs de ces services de streaming musicaux qui sont en gratuit, donc qui reçoivent de la publicité. Et donc forcément, c'est un marché qui est assez énorme, puisque Deezer et Spotify sont à peu près au même niveau en France. C'est à peu près 7,5 millions d'utilisateurs chacun, qui sont des utilisateurs quasi quotidiens et où les gens aussi passent beaucoup de temps dans ces applications. Et c'est plus on est jeune et plus on va passer de temps sur ces services-là. Donc la première catégorie, c'est vraiment le streaming musical, et donc nous on va vraiment pouvoir gérer la publicité sur ces plateformes-là. Ensuite, on a la deuxième catégorie, ce sont plutôt les web radios. Donc ce sont les services des grandes radios classiques, mais qui sont destinés au web. Donc initialement, c'était le web, donc plutôt ordinateur. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la consommation, elle est très très mobile. Mais ce qui est au global sur l'audio, c'est aussi le cas sur le podcast. Et puis la dernière catégorie, c'est effectivement le podcast. Et donc dans le podcast, il y a plein de sous-catégories. On a le replay de la radio, qui est aujourd'hui le gros du volume finalement, puisqu'en fait la radio, à l'instar de la télévision ou des médias, on va dire historiques, vit une espèce de révolution au niveau de l'usage. C'est-à-dire que il y a une consommation qui est délinéarisée aujourd'hui sur le contenu radio. C'est-à-dire que pour écouter le JT du matin, mettons de 8h, si je me lève à 8h02, je peux très bien le rattraper à partir de 8h02. Je ne suis pas obligé de me lever à 8h pile. Comme aujourd'hui, on peut regarder une émission de télé en replay, donc en catch-up. Donc la radio vit ça, et donc c'est effectivement le format du podcast qui est privilégié là-dessus. On a aussi vu apparaître il y a à peu près 2-3 ans de ça
des pure players sur ce format podcast, donc vraiment des gens qui vont produire du contenu, uniquement du contenu audio digital, et donc qui ne sont pas forcément de radio. Il y en a plusieurs qui existent sur ce créneau-là. Il y a Binge, il y a Nouvelles Écoutes, il y a Louis Média, par exemple, qui s'est monté il y a peu de temps aussi. Et puis il y a tout un tas d'indépendants aussi, des gens comme vous, comme nous, qui, chez eux, en achetant un micro sur Amazon, par exemple, vont enregistrer leur propre contenu. Il y en a un qui est hyper intéressant, je le prends toujours comme exemple, c'est Génération Do It Yourself. C'est une personne qui a une agence de com et qui reçoit à peu près une fois par semaine des intervenants. Donc Génération Do It Yourself, généralement c'est des start-upers, qui ont des success stories à raconter autour de l'entrepreneuriat. Il enregistre ça, et puis derrière, ce qui est intéressant, c'est que c'est diffusable assez facilement. En fait, c'est que le contenu, il est envoyé généralement, et tu m'arrêtes si je me trompe, sur les principales plateformes que sont Apple Podcast, qui drive à peu près 80% de la consommation du podcast dans le monde, et puis tout un tas de petits agrégateurs, comme Iacast ou encore Acast. Donc au final, on se rend compte que le podcast, il y a toute la partie contenu que ça apporte, mais ça apporte aussi une certaine facilité à la fois d'accès à l'information pour nous en tant qu'auditeurs, mais également pour nous en tant que créateurs et donc diffuseurs d'idées, de points de vue, etc., etc. Donc c'est à la fois sur l'écoute, à la fois sur le contenu que ça apporte quelque chose de nouveau, mais c'est aussi paradoxal parce que le podcast, c'est quelque chose qui a été créé en 2005. En fait, au final, on a l'impression, en parlant aujourd'hui dans les médias, que c'est tout nouveau, mais non, pas du tout. C'est quelque chose qui est assez vieux. C'est juste que ça revient au goût du jour parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui ont décidé de s'y mettre. Les indépendants, on parlait à Arthur, puis aussi les marques de radio. Et les modes de consommation aussi qui ont évolué, notamment avec le mobile. Le mobile qui a vraiment... Oui. Vous pouvez redire juste les noms des pure players que vous avez cités avant? Alors, il y en a plein, mais il y a Binge Audio, par exemple. On a Nouvelles Écoutes, Louis Média, on pourrait citer qui d'autre? Riviera Détente, ouais. Voilà, il y en a beaucoup, mais normalement... Le principal en indépendant, c'est Binge Audio aujourd'hui en France, je dirais. Ce sera plus simple. Une fois je m'en parle, je me mets à parler et tout ça, j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de micro, mais en fait non. Le principal, c'est Binge Audio aujourd'hui. C'est du contenu assez urbain, assez citadin, très axé sur la culture, la pop culture, le cinéma, la musique, etc., etc. Et eux, ils sont vraiment dans la création de contenu, c'est-à-dire que chacune des émissions est créée sur une thématique qui a été validée en interne par un comité de rédaction chez Binge, à l'instar des radios traditionnelles qui vont peut-être plus être sur du replay. Les deux choses sont intéressantes. Arthur le disait très bien, tu veux réécouter l'émission, j'en sais rien, sur RMC, du gars sur le foot, parce que je suis fan de foot et que la Coupe du Monde démarre ce soir, je vais prendre cet exemple, et où je veux écouter une émission en particulier une fois par semaine, voilà, j'ai la possibilité de le faire aujourd'hui, soit en replay, ou soit en écoutant, en téléchargeant directement du contenu qui est créé pour une cible en particulier. Alors maintenant qu'on a fait un panorama des tendances et des usages, moi j'aimerais bien savoir comment vous, maintenant, vous intervenez et ce que vous proposez. Donc effectivement, il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus de gens qui consomment ce contenu, et il y a un vrai sujet qui est la monétisation, pour les gens qui produisent le contenu ou qui le mettent à disposition. Peut-être pour expliquer ce qu'on fait, on va juste rappeler en deux mots qui on est, ce qu'on a fait avant, ce qui explique aussi un petit peu le cheminement de l'histoire. Kamel, lui, vient du monde de la radio. Il est passé par RMC, Énergie, Skyrock. Et moi, je viens plutôt du monde des agences médias et plutôt sur le digital. Donc avec une casquette plutôt, alors pas vraiment technique, mais plutôt conseil stratégique. Et donc, en fait, on a fait un constat assez simple, c'est que début d'année dernière, on se rendait compte qu'aux États-Unis notamment, le contenu audio d'une manière générale explosait, et que la monétisation de ces contenus-là était aussi en train de décoller. Et souvent, c'est assez vérifié, mais sur les médias et notamment sur le digital, ce qui se passe aux États-Unis arrive 1 ou 2 ans après au UK, et ensuite arrive en France encore 1 ou 2 ans après. Alors c'est plus ou moins rapide en fonction des sujets, mais c'est grosso modo ça.
Et en fait, on s'est rendu compte que l'audio était en train d'arriver au UK avec des chiffres d'affaires qui commençaient à progresser très significativement sur la monétisation, donc vraiment sur l'achat média en tant que tel sur ce type de contenu. Et en France, il y avait de mémoire un acteur qui était présent l'année dernière. Aujourd'hui, on est plus de 6 ou 7 acteurs, donc ce qui est aussi un bon signal, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui se positionnent sur le marché, plus le marché a priori est intéressant. Et donc finalement, l'audio digital, c'est aussi le croisement entre la radio classique et le digital d'aujourd'hui et potentiellement de demain, parce qu'il y a aussi pas mal de sujets qui vont arriver. Et donc ça, c'est un petit peu pour raconter l'histoire. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? En fait, on propose des dispositifs publicitaires, donc médias et ou publicitaires avec l'intégration créative, et on va y revenir parce que c'est un vrai sujet, pour les marques, et donc spécifiquement sur les contextes audio-digitaux. Donc les plateformes de streaming, les web radios, et puis aussi les podcasts, même si les podcasts peuvent être adressés de plein de manières différentes. Donc nous, on a une approche plutôt technique de la chose, même si l'objectif, effectivement, c'est d'avoir une approche intégrée, c'est-à-dire d'être facilitateur pour justement pouvoir lancer des campagnes facilement, tout en gardant quand même un minimum d'efficacité. Et quand je dis qu'on a une approche un petit peu technique de la chose, c'est que le premier point, c'est qu'on va acheter de manière automatisée les impressions publicitaires, parce qu'aujourd'hui, en fait, la publicité en ligne est disponible sur des places de marché, donc tout ça demande aussi des sujets techniques qui sont importants chez nous. Et là où on essaie vraiment de mettre l'accent, et pour reboucler aussi avec la partie contenu, c'est sur la création publicitaire. Donc nous, on est plutôt aujourd'hui sur des publicités, on va dire, classiques, donc de la même manière que vous allez pouvoir écouter la radio, vous allez avoir des publicités qui vont de 15, 20 à 30 secondes, donc des spots publicitaires relativement classiques. Répétition. Exactement, donc qui vont vraiment travailler la répétition. Donc le bon exemple, alors on tape toujours sur eux, mais c'est vrai qu'ils investissent beaucoup en radio, donc c'est assez facile aussi, mais les gens de la grande distribution, quand ils vont faire de la publicité, ils vont mettre en avant une offre promotionnelle, et sur 30 secondes, on va entendre 8 fois la promo, on va nous parler 4 fois du prix, et la marque va être citée 7 à 8 fois. Et donc le constat là-dessus, c'est de se dire, Boucherel disait très bien tout à l'heure, l'évolution de la consommation, la consommation évolue notamment sur les supports. Aujourd'hui, on est très mobile. Comment est-ce qu'on va réussir à faire une publicité audio intelligente qui va permettre de sortir du prisme classique? Et Arthur le disait très bien, c'est la pub radio où on est sur de la répétition massive avec le même spot qui est entendu. Je vois que vous acquiescez, donc vous devez être touché aussi. Donc qui est répété pour faire venir en magasin, pour faire acheter un produit ou même pour faire venir sur site, parce qu'il y a aussi un paquet de pure players qui communiquent en radio. Donc le constat, c'est ça, c'est de se dire comment on arrive sur l'audio digital, où on va toucher des gens sur mobile principalement, sur les plateformes de streaming, sur certaines marques audio qui sont disponibles sur ces places de marché. C'est le programmatique, c'est quelque chose qui se fait déjà sur de la vidéo et surtout sur du display, mais aujourd'hui on a possibilité de l'appliquer sur l'audio. Et donc comment on va réussir à communiquer de manière intelligente. Donc, et là j'enchaîne sur la partie créative du coup qui est hyper importante. On va enchaîner vite. Ouais, on enchaîne vite, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler. C'est un sujet qui est passionnant. Donc, et du coup, donc, la création, c'est comment on va réussir à adresser un message personnalisé à une personne, en fait. Moi, je suis Kamel, j'écoute Spotify. Je ne suis pas en premium, donc je suis soumis à la publicité. Je vais me promener à proximité d'un point de vente, d'une marque quelconque. Du coup, nous, aujourd'hui, on va avoir la possibilité d'adresser un message ciblé à ce Kamel à proximité de ce point de vente-là. C'est-à-dire qu'on va recevoir une impression publicitaire sur une plateforme qu'on a développée qui va indiquer la géolocalisation donc, de mon téléphone à proximité du carrefour rue de Rivoli, je dis n'importe quoi. Et du coup, le message qui va être assemblé dans la plateforme va indiquer et rends-toi dans le carrefour rue de Rivoli. Et je me rends compte que je suis à 15, 20, 30 mètres de ce point de vente-là. Et tout de suite, ça a plus d'impact lorsque j'écoute le spot. Et on sort du truc classique où on va répéter le kilo de pommes de terre à 10 €, le kilo de pommes de terre à 10 €. Enfin, 10 € c'est un peu cher, mais... Pour compléter très rapidement sur ce que dit Kamel, le fait de capter de la data et en fait d'adresser de manière individuelle versus la radio qui est vraiment un mass média où on va avoir beaucoup de déperditions nous permet de changer un petit peu
la manière d'adresser créativement la publicité. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une optique d'aller chercher un ciblage très précis et évidemment d'y adapter la création publicitaire, donc soit en citant le point de vente le plus proche, soit en prenant en compte certains indicateurs de contexte, comme par exemple la météo, un instant T sur une zone, comme par exemple le profil socio-démographique d'un individu. Et finalement, on n'est plus dans la répétition, mais on est plutôt dans le message ciblé, qui est évidemment plus efficace parce qu'il n'a pas besoin d'être répété 3, 5, 10 fois pour être entendu et pour être assimilé par l'auditeur. Et ce qui est aussi un gain de productivité pour l'annonceur, puisque à ISO budget, on va pouvoir toucher beaucoup plus de personnes qui en fait n'auront pas besoin d'avoir une répétition. Super. Je suis désolée, il faut que je vous interrompe, c'était passionnant. J'ai une question. C'est une excellente question. Comment on fait pour mesurer le résultat? Alors, je vais faire très vite. Effectivement, un des gros sujets de l'audio, mais qui est le cas de beaucoup d'activations dites branding, sur l'audio, en fait, il y a très peu de clics parce qu'on n'est pas dans un contexte visuel, donc forcément, les gens ne cliquent pas. Donc, en fait, la transformation directe de j'entends un spot audio, je clique et donc je vais acheter un produit en ligne est quasi inexistante. Donc, nous, aujourd'hui, on est sur plutôt une analyse d'efficacité indirecte. Et comment ça fonctionne? Simplement, comme on va diffuser majoritairement sur le mobile, on va capter de la data au moment de l'exposition publicitaire et derrière, on va la matcher avec des gens dont c'est le métier, donc qui sont spécialistes, et donc des partenaires, notamment des partenaires au niveau de la géolocalisation pour savoir est-ce que les gens se sont rendus dans une zone donnée, donc qui correspond à un point de vente, ou est-ce que les gens, par exemple, se souviennent avoir entendu un spot. Avec RGPD, on peut faire ça. En fait, c'est simplement avoir le consentement de l'utilisateur en étant très transparent sur la collecte de données. Coordonnées GPS. Effectivement, latitude, longitude, exactement, qui est la donnée la plus précise pour qualifier en fait un trafic en point de vente. Exactement. Donc on est entre 5 et 10 mètres près, ce qui nous permet de vérifier qu'une personne s'est bien rendue dans un point de vente ou pas. J'interromps. Vous pouvez encore poser leurs questions, ils restent là. Mais là, il faut que je libère tous ceux qui ont envie d'être libérés. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Donc, vous allez recevoir le How To, donc le guide qui a été l'objet de ce rendez-vous. Donc, c'est le dernier rendez-vous de l'inspiration de l'année scolaire, puisqu'on fonctionne en année scolaire. Donc, rendez-vous l'année prochaine, 2018-2019. Et pour ceux que ça intéresse, nous allons organiser le lancement de notre premier ouvrage Femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sera une galerie de portraits en fait, de rôle modèle. Donc c'est prévu en juillet. Donc vous serez maintenus au courant grâce à nos lettres et vous recevrez probablement une invitation pour ce prochain événement. Merci à tous, très bonne fin de matinée et à la prochaine. Merci.